Il y a eu des contrôles aussi au niveau de la frontière, de tout ce qui est matériel importé provenant du Kenya. Et donc ils ont découvert des dépassements au niveau des limites minimales de résidus, les LMR, au niveau d'un produit appelé diméthoate. Produit toxique, hein, donc c'est dans les pires produits qu'on puisse trouver sur le marché. Donc, comme ils l'ont retrouvé avec des forts dépassements, ils ont décidé donc que tous les produits kenyans vont être plus contrôlés. Donc je crois que de 2% de contrôle d'échantillonnage, ils sont passés à 10%. Mais le fait mais qui dit 10% dit, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de contrôle et donc beaucoup plus de chances d'être encore contrôlé positif, etc. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Plus tu fais contrôler, plus tu as de probabilité de te faire, je dirais, qu'on découvre qu'il y a un problème. Et en plus, ça entraîne beaucoup plus de frais au niveau des importateurs, parce qu'il faut le contrôle a un coût, quoi. Donc voilà, le problème était là. Vraiment, c'est venu d'une problématique de dépassement par rapport à un produit qui est le diméthoate. Maintenant, moi ce que j'en sais au niveau des facteurs qui ont entraîné cela, c'est-à-dire qu'il y a une grosse demande au niveau du marché des Européens en haricots. Les entreprises kenyanes n'avaient plus assez de matériel, si tu veux, à produire, donc d'haricots à fournir. Et donc, elles se sont également fournies, si tu veux, auprès d'autres petits producteurs qui n'étaient pas eux, qui n'ont jamais été formés, qui n'étaient pas suivis, si tu veux, au sein de l'entreprise. Ils étaient voir ailleurs. Ils les ont mélangés à leur propre lot. Et donc, voilà, il y a eu ces dépassements. C'était un des facteurs. Et l'autre facteur, il est clair que c'est une mauvaise utilisation, même en interne, au sein des entreprises, de ce produit-là. Je veux dire, c'est un produit qui est utilisé juste en fin de culture, juste avant la récolte. Et donc voilà, il y a toujours de la rémanence. Et c'est quoi comme produit, en fait? C'est un insecticide. Ok. Et ton analyse, Julien? Du problème, est-ce que c'est juste un problème de formation, est-ce qu'ils ont été mal formés, est-ce que c'est un problème justement d'où vient la matière première, d'où viennent ces haricots, est-ce que ça venait vraiment de ces propres entreprises là, ou ils ont été chercher ailleurs, ils ont fait appel à des intermédiaires qui eux-mêmes ont cherché à droite et à gauche sans vérifier la qualité, sans qu'il n'y ait aucun contrôle. Donc il fallait déjà d'abord déterminer cela. Ça, c'était pas encore clair. Donc à la dernière, lorsqu'on a été au Kenya il y a une semaine, et en nous réunissant, en se réunissant avec les différents organismes kenyans, il était clairement indiqué qu'une des premières choses à faire, c'était justement d'identifier le plus clairement possible l'origine du problème, à travers donc, si tu veux, un maillage, ne fût-ce que nous, on a ici des grosses bases de données sur tous les gens qu'on a formés. Les instituts nationaux, que ce soit KEFIS, HTDA, etc., eux également ont des bases de données des gens qui sont formés, donc c'est de faire un recoupage qui a été formé, qui n'a pas été formé, dans tous ceux qui fournissent, si tu veux, des haricots à la filière, et avec là, voir ensuite, essayer de déterminer, cette zone géographique-là, on n'y a jamais travaillé, on sait que vous allez chercher des haricots vers là-bas, c'est peut-être temps qu'on travaille dans cette zone-là, afin de former les gens, s'assurer de la qualité, etc. Donc là, une des premières actions dont on a discuté, c'est faire vraiment un mapping le plus précis de cela, pour identifier quelles sont les régions, les profils également de petits producteurs les plus concernés et qui sont ceux qui sont à l'origine du problème. Par la suite, il est clair qu'au niveau formation, il est clair qu'avoir des problèmes encore de résidus au Kenya 10 ans après avoir commencé le PIP, ça fout un peu mal, Voilà. Donc mais de nouveau, je veux dire, on peut former tout ce que tu veux. Je veux dire, la formation n'est qu'un outil qui permet d'atteindre un certain objectif, mais si l'encadrement ne suit pas cela, il est clair que je peux te former sur comment utiliser tel produit. Mais si d'un autre côté, tu as une pression de ton management, non mais vas-y, donne-toi à fond, il faut vraiment produire, et c'est pas grave, tu dépasses un petit peu. Bref, il faut que le management permette vraiment de respecter, si tu veux, les engagements et de pouvoir ensuite vraiment appliquer ce que tu as appris. Si le management n'est pas là, ça ne sert à rien. Donc c'était une des deuxièmes également, si tu veux, après le mapping, l'importance que le management soit vraiment conscient de tout ce qu'il fait comme action. Par exemple, le fait d'aller chercher des haricots verts chez des gens que tu as jamais, qui ne font pas partie de ton entreprise, ou que tu n'as jamais fourni, que tu n'as jamais suivi, chose à ne pas faire. Et la conséquence, paf, tout de suite, il la paye cash. Donc travailler de nouveau, sensibiliser
les managers sur tout ce qui est, c'est de l'éthique, simplement, respect des engagements, respect des contrats, travailler des bonnes pratiques, etc. Donc également à ce niveau-là. Maintenant, il faut résoudre rapidement cette problématique de dépassement. Donc la formation est un des outils permettant de résoudre ce problème-là. Et donc, mais ça, il faut que cette première étape, je te dis, de mapping soit réalisée. Si on sait maintenant très précisément quelles sont les personnes et les régions où se trouvent ces personnes-là, où il faut travailler, et donc on peut par la suite, si tu veux, faire des formations très ponctuelles sur un sujet très précis, dans ce cas-ci, le dépassement dû aux diméthoates et trouver des alternatives. Et dans ce cas-là, on mettrait, si tu veux, en route un ensemble d'activités de formation pour directement ces compagnies et ces petits producteurs concernés. Maintenant, il y a déjà des activités qui sont mises en route à travers le HCDA. Il y a 5 ou 6 formations. Eux sont les HCDA à des encadreurs qui eux-mêmes ensuite supervisent, comme leur nom indique, encadrent les différents petits producteurs du pays. Donc voilà, on travaille, si tu veux, à l'échelle supérieure, parce qu'on ne travaille jamais directement avec les petits producteurs, on travaille toujours par les intermédiaires. Donc on a déjà commencé là maintenant à faire 5 formations avec le HCDA, mais ça ne va pas être suffisant. Et donc c'était un des motifs pour lesquels on a eu cette réunion il y a 15 jours au Kenya, avec les différentes instances kenyanes qui ont des activités de formation. Et le but était de comparer toutes les activités de formation, les différents systèmes de formation qui sont mis en place par le PIP, mais également par les autres programmes comme USAID, par la SNV, par le HCDA, par le FPIC, bref, essayer, si tu veux, qu'il y ait une véritable... qu'il y ait des synergies entre ces programmes-là, des complémentarités, et harmoniser. Je veux dire, ça ne sert à rien de former à droite et à gauche 3 fois la même personne, alors que le voisin n'a jamais été formé. Donc il y avait cet objectif-là. Bon, c'était qu'une réunion d'une journée. C'était important de faire un premier diagnostic de qui fait quoi au niveau de la formation dans la filière horticole au Kenya. Voilà, cet objectif a été atteint. Maintenant, bon, les étapes à venir sont, voilà, comment maintenant on travaille ensemble, maintenant qu'on sait que tu fais ceci, je fais cela, j'ai produit ça comme outil, tu n'as pas ça comme outil, donc pourquoi pas travailler avec les nôtres ou améliorer ce qui manque, etc. Voilà, ce qu'on en est au niveau des actions à entreprendre. Pour tout ce qui touche à la formation. Ensuite, oui, c'était quelle leçon on pouvait en tirer, mais bon, effectivement. La leçon, non, la leçon, elle est très simple. Je veux dire, de nouveau, la leçon, c'est le marché. Je veux dire, si on te demande, qu'on te pousse, voilà, tu respectes tes engagements. Tu m'as promis 10 000 tonnes d'haricots et j'en ai que 9 000. Et ben, voilà. Je vais essayer de trouver les 1000 autres quelque part chez des personnes que je n'ai pas de contrôle et voilà, la catastrophe arrive. Donc les leçons, c'est juste avoir une charte éthique au sein de l'entreprise et la respecter tout simplement, je veux dire. Et tant pis, je veux dire, si on ne peut pas répondre à la demande de l'importateur parce qu'on n'a pas produit assez, je trouve une autre solution que la bête solution d'aller chercher chez des gens chez qui je ne contrôle rien. Oui. Parce qu'ensuite tout le monde paye, toute la filière paye maintenant. Oui. C'est pas qu'une entreprise. Toutes les entreprises n'ont pas fauté, mais maintenant, par contre, c'est tout le secteur qui lui justement, c'est la question. A des conséquences. Même celui qui n'a jamais rien fauté, maintenant il a autant de probabilité que les autres de se faire contrôler ici en Europe. Donc, voilà, c'est la question que j'allais poser justement, c'est que donc les sanctions sont, enfin les sanctions qui sont l'augmentation donc de 10%, ça rejaillit sur tout. Ah oui, n'importe qui. Alors maintenant, a 5 fois plus de probabilité de se faire contrôler que précédemment. Même si c'est même. Et ça vraiment, il faudrait voir avec Maud, parce qu'elle te dira ça avec beaucoup plus de clarté, mais en plus, les fautifs étaient plutôt les grosses structures que les petites structures. Oui, forcément. Oui, mais forcément, mais d'un autre côté, enfin, c'est justement oui et non. À la rigueur, tu dis une petite structure a moins de moyens. Donc, oui, non. À moins de moyens pour pouvoir faire tous ces contrôles, ces suivis, etc. Donc tu peux dire, bon là c'est peut-être là qu'il faut faire attention, mais non, c'est quand même chez les gros qu'on a retrouvé ces dépassements-là, alors que eux ont mis en place plein de systèmes de contrôle et de suivi, et de formation en interne, etc. Et bon, malheureusement, c'est là qu'on a... étrangement, personnellement, ça ne m'étonne pas plus que ça. Je veux dire, non, mais... ce genre de pratique m'étonne moins de la part d'une grosse structure, donc avec une certaine forme je
veux dire, de capitalisme, si tu veux, que justement de plus petites entités. Donc, oui, pour moi, bah, mais ça c'est ma sensibilité qui fait que je le vois comme ça. Mais les conséquences, c'est ça, enfin, et les leçons, bon, ben, les leçons, non, il n'y a pas une leçon particulière au niveau de la formation, je répète, je veux dire, parce que nous on travaille pour la cellule formation, mais tu peux mettre en place les plus belles formations du monde si derrière tu n'as pas les conditions qui te permettent de mettre en place tout l'acquis et l'expérience que tu as obtenu lors de cette formation-là, voilà, point barre. Je veux dire, et donc c'est de là qu'on insiste maintenant de plus en plus, mais il faut non seulement travailler au niveau du middle management, sur les personnes qu'on forme dans cette entreprise, mais travailler, renforcer, si tu veux, les capacités également des managers. Parce que c'est-à-dire, si eux n'ont pas capté l'intérêt de la formation au sein de leur entreprise, qui n'ont pas capté qu'il faut continuer à respecter une certaine éthique pour essayer d'avoir des problèmes, et ici de la fameuse charte qui veut être créée au niveau du programme, mais tant que tu n'as pas ça, si la tête pensante justement ne pense pas beaucoup, bah, je veux dire, je suis désolé, mais le middle manager, il veut bien mettre tout en place, mais s'il n'a pas le suivi, s'il n'a pas l'appui de la direction, il ne mettra rien en place. Donc voilà, je veux dire, la formation, il faut vraiment jouer à tous les niveaux, si tu veux, de la chaîne, et faire qu'au niveau du management, les choses bougent énormément. Et bon, là, maintenant, on souhaite vraiment mettre en place des activités de formation spécifiques aux managers, avec un format bien particulier, mais sur une journée, vraiment focalisée, et leur donner des chiffres clairs et nets. Ben voilà, investir dans la formation, parce qu'un euro investi en formation vous donne 3 euros de retour, qu'on ne voit pas, ce n'est pas 3 euros dans votre poche, mais vous gagnerez en qualité, vous gagnerez en ceci, vous gagnerez en moins de pertes, en plus de LMR, etc. Donc voilà, des conséquences. Voilà, donc c'est ça qu'il faut essayer d'aller. D'accord. Deux petites questions encore avant que tu partes. Tu avais commencé, mais comme j'étais en train de chipoter sur l'appareil, c'est parti, ce truc est parti d'une boîte en particulier, de quelques boîtes en particulier précisément, je ne sais pas. Ou c'est au niveau de l'État. C'est au niveau de l'État que, enfin, comment est-ce que ce truc est arrivé? Ou alors c'est au niveau donc non, plutôt c'est ici en Europe. Hein. C'est ici en Europe, donc. Okay. Non, c'est en Europe lors de ce qu'ils font les contrôles aux frontières. Quoi. Ils font des échantillonnages. Là, un faible. Malheureusement, dans tous les faibles, ils retrouvaient des dépassements d'10 watts. Ah ben alors on va augmenter. Quelle société? De toute façon, c'est pour la com interne de. Oui, mais je crois que c'était Homeground, je crois. Mais là, pour être très précis, demande à Maud, même Jérémy, il sait ça. D'accord. Moi, je n'ai pas eu ces données-là, pour être très honnête. Mais ces données-là sont des données que tu peux retrouver même n'importe où. Hein. Il n'y a rien de public. Hein, il n'y a rien de privé. Même en dehors du PIP, je pense que ces informations, tu peux les retrouver. Oui, mais même sur le site de PIP. Merci beaucoup. Rien. Je t'ai bouffé un peu de. J'espère que tu ne devais pas prendre un train. Si. Mais t'es un grand garçon. Merci beaucoup, Julien. De rien. Tu devais prendre un train, c'est vrai.